avec Mehdi Kantaoui. Salut tout le monde, oui c'est bien moi, Mehdi Kantaoui, cher auditeur, chère auditrice, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h35 sur le plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 2 mai 2025 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Academix. Je remercie vivement l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Houaïda et Rim ont l'air d'être en pleine forme. Alors, nous abordons aujourd'hui un rendez-vous et un sujet ayant une relation avec les études universitaires, bien entendu. Aujourd'hui, notre sujet s'articulera autour des relations Tunisie-Union européenne et leur importance pour les études universitaires, en relation avec les études universitaires. Voilà. Donc notre invité, sans plus tarder, c'est Monsieur Mohamed Sessi, qui est enseignant universitaire à l'Université de Tunis et à l'ENA, à l'École nationale d'administration, et il est également spécialiste en histoire des relations internationales. Donc Monsieur Mohamed Sessi est également l'auteur d'un ouvrage qui vient de faire son apparition ces jours-ci à la Foire internationale du livre. Donc l'ouvrage s'intitule Les relations Tunisie-Union européenne, qui est paru aux éditions de Nirvana. Bonsoir Monsieur Mohamed Sessi et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonsoir Mehdi, merci de votre invitation et je souhaite que cette émission soit satisfaisante et heureuse pour vous et pour les chers auditeurs et auditrices. Tout à fait. Alors, je tiens à vous féliciter pour ce succès, cet ouvrage. Les relations Tunisie-Union européenne. 6 décennies d'histoire. 6 décennies d'histoire, voilà. Pourquoi vous avez choisi ce sujet qui met en avant les relations Tunisie-Union européenne? En fait, au départ, c'était vraiment pour... je cherchais un sujet qui préoccupe les Tunisiens et sur lequel on peut... je trouve qu'un sujet qu'il est urgent, en fait, de réfléchir sur les relations internationales de la Tunisie. Il se trouve que l'Europe se trouve au centre de ces rapports internationaux et c'est le voisinage qui impose déjà de commencer par l'étude de ces rapports, oui, et qui semble complexe au départ, et l'idée c'est de rendre un peu plus lisible et suivre un peu la trajectoire de cette histoire, si vous voulez, depuis l'indépendance de la Tunisie à nos jours, puisque on sait qu'on est passé par des moments de crise parfois, et puis il y a des contrats qui ont été signés entre les deux rives de la Méditerranée, oui, et qu'il faut essayer de décortiquer. Tout à fait. Alors, à qui s'adresse cet ouvrage? À vrai dire, en fait, le message s'adresse généralement à plusieurs cibles, principalement les chercheurs, les étudiants. Donc c'est un travail pour essayer de rendre ce sujet-là, en fait, il y a un concours de circonstances, oui, qui a permis d'aller dans ce sens-là. Tout d'abord, j'ai voulu au départ travailler sur les relations euro-méditerranéennes, étant donné que c'est un sujet qui intéresse à la fois les deux rives, donc il s'adresse aux deux rives, pas seulement pour les Tunisiens, pour essayer de mettre un peu les points de divergence. Pourquoi pas, quand il s'agit de divergence, et pour essayer de trouver un terrain d'entente qui permet de rendre possible une collaboration, mais surtout donner un peu un message aux chercheurs pour approfondir cette question. Donc dans un premier lieu, il s'adresse aux étudiants et aux chercheurs, oui, et puis après, étant donné qu'il c'est un sujet de vraiment basé sur des archives, sur les décisions qui sont prises au niveau diplomatique, donc il s'adresse aux professionnels. D'accord.
Alors, un tel ouvrage, j'imagine, il vous a pris du temps donc pour le réaliser, hein. Je pense, oui, pour cet ouvrage, effectivement, parce que en fait, c'est un projet qu'il faut préparer à feu doux, hein, comme on dit, qui nécessite un peu du recul, Oui, qui nécessite le travail sur des aspects divers. Donc l'aspect négociation dans un premier temps, et puis les visions le cadre de collaboration multiples qui ont évolué à travers le temps. Et aussi, si vous voulez, c'est un travail qui a nécessité une recherche approfondie au niveau des archives. Donc il faut essayer de faire parler tout en mettant parfois des données qu'on n'arrive pas à placer. Et il faudrait aller chercher pour comprendre le pourquoi parfois de tel ou tel choix ou telle décision. très bien. Alors, dans quelle mesure l'ouvrage peut être, en quelque sorte, être utile donc aux étudiants qui étudient les relations internationales? En fait, déjà, ça dépend hein, quelle cible d'étudiants, parce que ça intéresse plusieurs franges de population estudiantine. Tout d'abord, il peut concerner les historiens. Donc ça permet de traverser l'histoire en comprenant le contexte des rapports internationaux qui impactent véritablement les décisions politiques. Il s'adresse aux étudiants en droit, qui souvent peinent à trouver un peu le cadre général, parce que si on travaille sur les relations internationales avec une vision juridique seulement, cette vision elle manque de profondeur, donc ça peut aider à mieux saisir les enjeux. Et ce livre sert aussi pour les étudiants dans les relations internationales. Et il sert pour les autres étudiants. Moi, je pense que les philosophes, les géographes, les sociologues devraient avoir cette culture des relations internationales, parce qu'on a besoin tous de converger vers une réflexion commune pour essayer de trouver des solutions à la sociologie des relations internationales. Certainement. Alors, réellement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage sur les relations donc Tunisie, Union européenne, et surtout, pourquoi maintenant? Ah, pourquoi maintenant? En fait, c'est une question. Enfin, le livre, il vient de sortir, oui, c'est vrai, il se trouve qu'il est en pleine actualité, si vous voulez, surtout avec les. Est-ce qu'il répond à certaines questions? Oui. Internationales? Oui. Oui, déjà, sur la question géopolitique du Maghreb et de la Méditerranée, déjà. Oui. Donc, en fait, le livre, il n'est pas, il vient de sortir. Cependant, la question, elle a toujours été d'actualité, ne serait-ce que pour la Tunisie, puisque nos rapports avec l'Europe sont profonds, et donc 70% à peu près de nos échanges dans les deux sens sont avec l'Europe. D'accord. Mais même les étudiants qui étudient donc les sciences économiques aussi, ils sont concernés, j'imagine. Absolument, absolument. Mais parce que les relations internationales aussi se basent sur les échanges économiques, l'échange. Absolument. C'est un livre qui s'adresse justement aux économistes, puisque il fait partie du domaine de l'histoire économique. Donc c'est un et le monde du commerce. C'est un élément effectivement pour donc il illumine sur certains points, il complète. Et le commerce international. Absolument. Également. Hein. Donc les économistes ont besoin d'avoir cette vision avec recul par rapport au rapport avec les autres pays, pas seulement des chiffres qui ne donnent pas réellement la possibilité de faire des choix. D'accord. Alors, en lisant cet ouvrage, donc on sent que vous avez une manière innovante de faire de l'histoire, donc l'histoire pratique, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, donc rend votre approche différente ou plutôt originale? Bon, c'est une belle question, Simadi, parce que en fait, c'était la passion déjà de faire de l'histoire. Donc, je voulais que l'histoire a un sens.
Et je pense que j'ai un conseil que, avec mon expérience d'historien, je peux me permettre de partager cette conviction. Oui, C'est que si on veut faire de l'histoire, autant comprendre le présent, c'est-à-dire maîtriser un peu l'actualité et comprendre les tendances et puis aller vers l'histoire pour mieux saisir ce qui se passe. Donc en fait l'histoire elle a ce sens pratique de la chose, c'est d'aller approfondir parce que comme je l'ai dit auparavant, ce qu'on voit aujourd'hui n'est que la partie apparente de l'iceberg, alors que tout dépend du cumul des événements et des choses qui sont liées les unes avec les autres et qui font ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. d'accord. Alors, les archives tunisiennes semblent avoir joué un rôle central dans votre recherche. Comment y avez-vous accédé et quels défis donc cela a-t-il posé? En fait, il y a eu une coïncidence incroyable, c'est que le premier, ce projet-là, en fait, de recherche, c'est vrai, j'ai fait plusieurs, il y a au moins 2 ouvrages sur la question qui ont été faits auparavant, Oui. et puis beaucoup d'articles. Et ce projet, il a démarré en 2012, en fait. La réflexion sur la question méditerranéenne, elle a démarré à cette date-là. D'accord. Et comme par hasard, et l'histoire, elle est faite comme dans la vie, il y a beaucoup de coïncidences. C'était les archives de Europe, en fait, du ministère des Affaires étrangères en rapport avec les relations avec l'Europe ont été versées aux archives nationales de la D'accord. part du ministère des Affaires étrangères en 2012, c'est-à-dire le moment où j'ai commencé, les archives ont été en même temps déposées, sauf que il aurait fallu attendre quelques années pour que je découvre Oui. ce fonds. D'accord. Très bien. Alors, comment avez-vous donc sélectionné les acteurs, entre guillemets, donc négligés, que vous mettez en lumière? Des acteurs, par exemple. Les acteurs que vous avez cités, par exemple. Des personnalités, Oui. si vous voulez. En fait, derrière les actions, il y a des hommes. Et selon ce qu'on voit on découvre à travers les archives, parce qu'il faut faire parler les archives, les actions, la préparation des négociations, les résultats des négociations, et derrière ça, il y a des hommes qui sont capables de convaincre, qui préparent bien le travail et qui sont très assidus, très bons pour assurer la bonne négociation. Donc, en fait, c'est des personnalités, quelques-unes, en fait, qui s'imposent, comme Smaïl Khalil, par exemple, qui était le ministère des Affaires étrangères, ou là, Oui. comme c'est Tahar Sioud, qui était vraiment le négociateur à 2 reprises avec l'Union européenne pour 2 accords. Feu Tahar Sioud, c'est un très bon ami que j'ai découvert. En fait, j'ai découvert cette personne à travers les archives, et puis on s'est vu plus tard, et il m'a beaucoup soutenu dans ce livre-là. Et donc, en fait, ça s'est imposé comme ça, à travers l'action que l'archive a pu démontrer à travers cette recherche. D'accord. Alors, pensez-vous que l'Union européenne donc entretient consciemment une relation néocoloniale avec la Tunisie? Franchement, c'est une question, je ne peux pas rentrer dans les intentions, sauf que parfois, quand on approfondit, on ne va pas justifier l'action parfois qui n'est pas dans le bon sens, qui n'est pas dans l'intérêt de la Oui. Tunisie. Sauf que il faudrait vraiment comprendre un peu le déséquilibre parfois pour mieux négocier, pour mieux trouver un terrain d'entente. Pour toute négociation, il faut se préparer. Parfois, il faut un peu se mettre en question. Est-ce qu'on est déjà préparé? Est-ce qu'on a des projets prometteurs pour Absolument, pouvoir convaincre l'Union européenne? Moi, je ne rentre pas dans les intentions des Européens, mais on sait très bien que quelquefois, il y a eu un peu un déséquilibre qui est causé par le changement de trajectoire dans les décisions de politique européenne. D'accord. Alors, l'accord de 1995 est-il, selon vous, un tournant donc manqué par l'émancipation économique tunisienne? Je
Je pense que cet accord, il était, à cette époque, donc en 95, il était un bon accord. Et il est en lui-même, il n'est ni bon ni mauvais, si vous voulez. Donc, il nous met sur la piste de l'intégration économique. Après, tout dépend de la façon dont on peut saisir cette opportunité. Je pense que, à mon avis, hein, donc Oui. ça, il est difficile de faire aujourd'hui l'évaluation de cet accord, bien que il y a eu des évaluations en fait. J'ai eu un peu une comparaison entre les différentes évaluations. Oui, expliquez-nous un peu. En fait, ça dépend de là où on voit. Par exemple, si on regarde du côté mise à niveau, cet accord-là a donné des opportunités pour la Tunisie. Donc il y a eu une certaine augmentation de la production industrielle, par exemple. Donc il y a des chiffres. Cependant, est-ce que il faut dire que cet accord, il a été fait dans un contexte de la fin de la guerre froide et de l'intégration. Il faut mettre un peu tout ça dans un contexte plus large pour mieux saisir les enjeux. C'était le contexte où l'Europe de l'Est intègre rapidement l'Union européenne, ne serait-ce qu'en termes d'investissement et de priorité politique de l'Europe. Ce qui fait, nous sommes à cette époque-là dans un climat de concurrence très sévère. Donc il faudrait accélérer l'intégration, accélérer l'action vers la privatisation, vers la recherche de nouveaux marchés, le lancement de nouveaux produits. Est-ce qu'on a fait assez ou pas? Il est difficile d'évaluer pour la simple raison que la réciprocité avec l'Union européenne commence justement en 2010. C'est-à-dire, il y a l'accord, il met une possibilité de la Tunisie pour qu'elle se prépare à la véritable réciprocité des échanges. Et à cette époque-là, on a connu les printemps arabes et cela n'a pas permis véritablement de faire le manque de stabilité économique en Tunisie, les changements récurrents, l'arrivée des islamistes, plein de problèmes qui n'ont pas aujourd'hui permis de voir les choses de façon lucide. D'accord. Alors, votre critique de l'ALECA est très marquée. Que répondez-vous aux économistes qui défendent cet accord au nom de la compétitivité? En fait, je ne suis pas contre l'ALECA, je ne suis pas pour non plus, hein, à vrai dire. Moi, j'ai reflété un peu la réalité des choses par rapport aux critiques, par rapport à l'ALECA, et par rapport aussi, j'ai bien écouté ceux qui défendent l'ALECA, ceux qui pensent qu'on ne peut pas apprendre à nager sans se lancer dans la mer. Et je pense que la résultante de cette analyse, de mettre le pour et le contre, de voir les études économiques, la FEMIS par exemple, qui ont fait une étude sur ça, des points de vue des vétérans de l'économie en Tunisie, beaucoup de débats ont été faits. Et surtout, l'organisation, les organisations qui s'occupent de cette question, et l'État lui-même, le ministère des Affaires étrangères en 2019, qui a bloqué, il ne l'a pas fait directement, mais en fait, la position tunisienne était celle d'attendre les conditions, de préparer les conditions pour être en mesure de se lancer dans un accord élargi. Parce que l'ALECA, c'est quoi? En fait, pour les chers auditeurs et auditrices, l'ALECA, c'est l'accord de libre-échange complet et approfondi. C'est-à-dire, il élargit les échanges avec l'Union européenne, même au niveau des services, au niveau de l'agriculture, dans les deux sens. Et cela n'est pas évident, ne serait-ce que les Tunisiens peinent à obtenir des visas pour pouvoir investir en Europe, alors que les Européens ils passent sans visa. Absolument. Donc on n'est pas sur les mêmes points d'égalité pour vraiment démarrer un tel accord. D'accord. Alors sur l'engagement intellectuel, comment conciliez-vous donc votre posture critique avec la rigueur académique attendue dans les sciences sociales?
Si vous voulez, toute étude historique doit être basée sur l'objectivité, en fait. Hein. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des points de vue. Cependant, on a le droit de réfléchir, de poser des questions, oui, donc de prendre des risques, de poser parfois des questions sans attendre des réponses. L'idée, c'est d'inviter le lecteur, d'inviter l'intellectuel, d'inviter monsieur tout le monde oui. à... il faut le provoquer oui. pour qu'il puisse réfléchir. Oui. C'est le but. Parfois, donc c'est pas un livre tranquille, c'est pas une histoire à écouter la nuit, quoi. C'est un livre qui provoque, qui pose des questions, qui argumente parfois et qui donne des données sans aller jusqu'à être dans la logique d'attaque ni de la mise en question des intentions des autres. D'accord. Alors, quel accueil donc espérez-vous donc de la part des lecteurs tunisiens, européens ou même des décideurs politiques? Je pense que la question, elle est, je peux pas répondre. Moi, en fait, j'essaye de faire un travail sincère, oui. De mettre du feu dans ce que je fais, avec beaucoup de conviction. Je mets mon intelligence, mon expérience, et donc ça, c'est le message que je porte. J'essaye, bien sûr, de mettre une cible pour passer le message. Et je ne reste pas dans mon coin. La preuve, c'est que je suis là, je suis disponible pour essayer de partager, bien sûr. Oui. Donc, on fait ce qu'on peut, et puis il y a déjà un travail énorme qui a été fait pour que ce discours-là soit compréhensible, pour qu'il passe aux différentes personnes intéressées. Après, tout dépend des concours de circonstances. Très bien. Alors, rapidement, parce qu'il ne nous reste pas assez de temps, donc, quels sont les prolongements que vous envisagez pour ce travail? Donc, est-ce qu'un second tome, une version vulgarisée peut-être? Je pense que ce livre-là, il sera une référence, je suppose. Déjà, l'éditeur du livre, il a mis que c'est la version 1, parce que c'est une question qui va nous accompagner. Donc, pour le moment, je vois que c'est une question à approfondir de part et d'autre, oui, oui. Mais aussi à élargir dans certaines parties qu'il faut approfondir. Après, on verra de quelle façon on va avancer, puisqu'il n'y a pas que l'Europe, il y a tout le reste du monde, et il y a des étudiants qui sont avec moi, qui travaillent sur différents aspects et qui peuvent apporter quelque chose à nos relations internationales. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Monsieur Mohamed Sessi, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements donc, et pour ce bel échange que j'ai eu vraiment le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je rappelle que notre invité était Monsieur donc, Mohamed Sessi, qui est enseignant universitaire à l'Université de Tunis et à l'ENA. Il est également spécialiste en histoire des relations internationales. Et notre sujet d'aujourd'hui donc s'est articulé autour des relations donc Tunisie-Union européenne et leur importance pour les études universitaires en relations internationales et en diplomatie. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Hoaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rin Trabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc vendredi prochain à partir de 18h30 avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantaoui.